Bonjour, vous écoutez Dans quelle étagère, le podcast du vivant. Je suis Isabelle Vauconsant, journaliste, et je vous propose un entretien avec Pierre-Henri Gouillon, chercheur au CNRS et au Muséum national d'histoire naturelle. Il nous parle des pesticides, un sujet d'actualité brûlante. Bonjour Pierre-Henri Gouillon. Bonjour. Qui êtes-vous ? Oula, quelle question. Je ne sais pas qui je suis, mais je peux vous dire ce que j'ai fait dans ma vie. Enfin, sur le plan professionnel, en tout cas, je suis agronome de formation. Et en tant qu'agronome, je me suis spécialisé dans une discipline qui s'appelle la génétique des populations. La génétique, ça décrit comment les caractères se transmettent d'une génération à la suivante, entre des parents et leurs descendants. Mais la génétique des populations, ça décrit la même chose, mais à l'échelle d'une population. C'est-à-dire, connaissant une population, comment sera la génération d'après à l'échelle de la population. Puisqu'à la limite, si on savait décrire toutes les populations et tout leur devenir de génération en génération, on pourrait complètement décrire l'évolution des formes vivantes. Voilà. La première fois que je vous ai entendu, c'était à l'Académie du climat, et vous poussiez un coup de gueule terrible sur les pesticides. Et je me suis dit, il faut qu'on se parle. Écoutez, on va se parler. Alors, les pesticides, en quoi sont-ils à ce point dangereux pour la vie et pour l'humanité ? Voilà, les pesticides, c'est des molécules qui sont faites pour tuer des individus. Alors, a priori, on va vous dire qu'un herbicide, c'est fait pour tuer une plante, donc pour tuer ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, c'est une herbe qu'on ne veut pas là où elle est, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise en soi. On a même été obligé de changer les noms de certaines plantes, parce que, comme dans la Bible, l'ivraie est traitée de mauvaise herbe, puisqu'il faut la séparer du bon grain. Quand on cultive de l'ivraie actuellement, on est obligé de lui donner un autre nom, on appelle ça du raiggras. Mais quand vous cultivez du raiggras, sachez que vous cultivez de l'ivraie. Mais donc voilà, on va se débarrasser des plantes dont on ne veut pas, et toute personne qui a fait du jardinage sait bien à quel point il y a des plantes qui viennent là où on n'a pas envie qu'elles soient, il n'y a rien à faire. Les insecticides, c'est pour tuer les insectes qui nous dérangent en mangeant les choses qu'on voudrait manger nous. Et les fongicides, c'est fait pour tuer les champignons, les moisissures, tout ce qui peut aussi attaquer les plantes ou les animaux que nous souhaitons cultiver ou élever. Toutes ces molécules, elles sont faites pour tuer, et pour être efficaces, il faut qu'elles tuent en utilisant des fonctions importantes de l'organisme, des fonctions profondes. En réalité, elles ne sont absolument pas spécifiques. Quand on vous dit que le Roundup c'est fait pour tuer les plantes, c'est vrai, seulement ça tue des tas d'autres organismes que les plantes. Et d'ailleurs, il y a un article assez impressionnant qui est paru il n'y a pas très longtemps, qui montrait que les pesticides globalement tuent tout le monde. Alors c'est une histoire très curieuse, je vais vous la raconter, tiens. En 2013, l'agence européenne qui s'occupe de la sécurité des aliments, qui s'appelle l'EFSA, a décidé que peut-être ça serait intéressant de regarder, non pas, comme on le fait actuellement, seulement la toxicité aiguë des pesticides sur les abeilles. Toxicité aiguë, ça veut dire je mets le pesticide dessus et je regarde si elle meurt ou pas, mais aussi la toxicité chronique. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si je le donne à l'abeille de façon répétée dans son environnement. L'EFSA a donc mis en place un protocole pour étudier la toxicité chronique des pesticides sur les abeilles. Et ce protocole n'a jamais été mis en place. Les apiculteurs ont demandé à la communauté européenne pourquoi. La communauté européenne a refusé de donner les raisons, elle a refusé de donner les comptes rendus des réunions qui avaient discuté de ça. Les apiculteurs sont allés voir la médiatrice européenne. En 2019, la médiatrice européenne a intimé l'ordre à la Commission européenne de donner les comptes rendus des réunions. Elle leur a donné jusqu'à août 2019 pour fournir ces comptes rendus. Et l'Europe a répondu en novembre 2019 qu'il ne donnerait pas ces comptes rendus. Voilà. Donc ça pourrait s'arrêter là, sauf que à ce moment-là, il y a eu un article extraordinaire que je trouve surréaliste qui est paru, signé par toutes les grandes majors qui produisent les pesticides. Qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Ils avaient testé ce qui se passerait si on mettait en place le protocole de l'EFSA. Et leur résultat a été sans appel. Si on mettait en place le protocole de l'EFSA, alors on interdirait 78% des herbicides actuellement autorisés, 75% des fongicides actuellement autorisés et 92% des insecticides actuellement autorisés. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si c'était des écolos qui sortaient ce résultat-là, personne ne les croirait, mais là, c'est les firmes elles-mêmes.
Et elles en déduisaient évidemment qu'il ne fallait pas mettre en place le protocole de l'EFSA. Et donc l'Europe a suivi les producteurs de pesticides et elle n'a pas mis en place le protocole. Mais donc on sait maintenant officiellement, c'est signé toutes les grandes majors, il y a Bayer, il y a Syngenta, Dow Chemical, BASF, etc. Ils sont tous signataires. Et donc ils disent eux-mêmes qu'en moyenne, 82% de leurs produits tuent les abeilles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on vous dit qu'un herbicide tue une abeille, comme c'est vraiment pas fait pour tuer les abeilles, les herbicides, ça veut dire qu'ils tuent tout, en réalité. Un fongicide, pareil. Bon, les insecticides, à la rigueur, il reste une petite indéterminée pour savoir si jamais ils tuent que les abeilles ou s'ils tuent aussi d'autres animaux. Mais ça veut dire, en gros, que la plupart des pesticides tuent tous les êtres vivants qui traînent sur la planète, y compris nous. En particulier dans l'alimentation. Alors, en partie dans l'alimentation, dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on boit, parce que donc, vous savez qu'on est obligé de relever les seuils de pesticides autorisés dans les eaux potables, sinon il n'y aurait plus beaucoup d'eau potable en France. Donc on s'empoisonne, on empoisonne les autres, on empoisonne la nature, et le résultat, moi qui m'intéresse, plus que la santé humaine, parce que la santé humaine, à la limite, on peut se soigner, puis je trouve que les humains vivent en moyenne dans nos pays bien assez longtemps comme ça, c'est le problème du reste de la nature, parce que ces pesticides, ces nouveaux pesticides, ils sont utilisés depuis une trentaine d'années. Et le résultat qui a été publié il y a quelques années, c'est que 75% de la biomasse d'insectes a disparu en 30 ans dans les zones protégées européennes. Il y a une autre étude qui a montré que 60% des insectes avaient disparu en Grande-Bretagne, dans les îles britanniques. 60% ont disparu en 16 ans. Donc en fait, on est dans une extinction qui est en train de se produire. Pour le moment, on ne voit pas encore les espèces s'éteindre en masse. On voit des espèces qui s'éteignent, mais on voit surtout des espèces en danger. Mais en fait, le nombre d'espèces qui va être en danger ou qui va s'éteindre d'ici peu si on continue comme ça est énorme parce qu'on est en train de tuer tout ce qui vit sur Terre. Quand je faisais écouter à l'Académie du climat, vous disiez que le problème, c'est la dynamique dans laquelle elles vivent. Oui, si on veut comprendre la biodiversité, il faut abandonner ce qu'on nous a raconté quand on était petit, avec Adam et Ève, le paradis perdu, etc. Il n'y a pas de paradis perdu. La nature a toujours changé, elle n'a jamais été stable. L'évolution s'est produite depuis l'origine de la vie, il y a quelque chose comme 3 et quelques milliards d'années, et elle se poursuit aujourd'hui. Donc tout ça évolue tout le temps. Et la biodiversité, c'est un phénomène dynamique, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps des formes nouvelles qui apparaissent, des formes qui s'éteignent, des formes qui divergent, etc. C'est compliqué, la dynamique de la biodiversité. Mais en tout cas, ça procède grâce au fait qu'il y a beaucoup d'organismes. C'est-à-dire que c'est la masse totale des organismes qui permet cette dynamique parce que va apparaître ici ou là une nouveauté qui va permettre à telle ou telle forme de vivre mieux dans le milieu tel qu'il est. Quand les milieux changent, il faut des mutations, des nouvelles formes qui vont savoir s'adapter à ce milieu. Plus il y a d'individus, plus vous avez de chances de trouver cette forme. Et a fortiori, moins il y a d'individus, au contraire, moins vous avez de chances d'y arriver. Or, si les formes vivantes se raréfient, la probabilité de voir apparaître des formes qui résistent aux nouvelles conditions environnementales devient très faible. Ça veut dire que les formes vivantes vont de moins en moins être capables de résister au changement climatique, de moins en moins être capables de résister aux nouvelles maladies qui vont arriver. Et le changement climatique, il n'a pas que des effets sur la sécheresse et sur la chaleur, il a aussi des effets sur les animaux qui débarquent. On voit bien, nous, qui commençons à avoir des problèmes avec la moustique tigre. Le changement climatique amène des nouvelles maladies, amène des nouveaux parasites. Et donc, toutes les plantes, tous les animaux vont devoir supporter de nouvelles conditions. S'ils n'ont pas assez d'individus pour avoir assez de diversité, ça ne va pas marcher. Donc, cette dynamique de la biodiversité suppose un nombre suffisant d'individus, une biomasse globale suffisante. Et en diminuant la biomasse, en simplifiant les écosystèmes, en ne gardant que quelques espèces qui sont capables de supporter les produits qu'on met, on va créer des systèmes extrêmement instables, des systèmes qui vont justement favoriser l'émergence de maladies nouvelles et la propagation de ces maladies. Parce que tant qu'il y a beaucoup de formes vivantes dans un écosystème, les agents pathogènes, ils sont adaptés à telle ou telle forme, mais pas à tout, et du coup, ils sont constamment arrêtés par le fait qu'ils ne tombent pas sur l'autre qu'il leur faut. Plus le système est simple, plus les épidémies se produisent, et plus les épidémies se produisent, plus il y en a qui attaquent les humains en particulier. C'est ce qu'on voit dans les grandes cultures, en fait. C'est ce qu'on voit dans les grandes cultures, c'est ce qu'on voit dans ce qu'on appelle les zoonoses, donc les maladies qui passent des animaux sauvages à nous. La Covid, on ne sait pas si jamais c'est un échappé de laboratoire ou si ça vient directement de la nature, mais
Dans les deux cas, c'est l'action de l'homme qui l'a fabriqué, parce que si ça vient d'un labo, bon, bah, on a fait une erreur de manip et c'est sorti du labo. Si jamais c'est la nature, eh ben, ça veut dire qu'on a tellement abîmé les écosystèmes que ces maladies se sont répandues et qu'elles ont fini par arriver jusqu'aux humains. Dans les deux cas, c'est notre action sur le système vivant qui crée ces maladies. Un exemple qu'on a en France, c'est la maladie de Lyme. En tuant les renards, on favorise la prolifération de rongeurs, et les rongeurs, c'est eux le réservoir de tiques et de maladies de Lyme. Donc, quand on dit que les rongeurs, quand on continue à marquer les renards comme des nuisibles, alors qu'en fait, il n'y a pas plus utile que les renards pour lutter contre la maladie de Lyme, on fait une énorme erreur et ça va coûter la vie à des milliers de personnes. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ce que sont capables, je dis bien capables, au-delà des volontés et des non-volontés, de faire les pouvoirs publics français, européens, pour arriver enfin à un système qui renverserait la table et qui permettrait de repartir sur du vertueux? Alors, dans votre question, il y a indépendamment des volontés, etc. Si je prends pleinement en compte cette portion-là de votre question, je dirais que les pouvoirs publics peuvent tout faire. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'actuellement, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que l'agroécologie était parfaitement capable de nourrir l'humanité tout entière à l'échelle de la planète, et l'Europe en particulier à l'échelle de l'Europe, et que donc on peut mettre en place des systèmes agricoles qui auraient double vertu, triple vertu, d'être durables d'une part, d'être respectueux de l'environnement, et en plus d'ailleurs d'employer un peu plus de monde, ce qui ne serait pas une mauvaise chose dans la situation actuelle où le chômage est quand même préoccupant. Donc tout ça est parfaitement faisable, et techniquement, bien sûr, il y aura sûrement des ajustements à faire, et on aurait besoin que de la recherche sérieuse soit faite pour arriver à ça, mais on sait que c'est parfaitement faisable. Donc les blocages ne sont pas au niveau des capacités techniques ou scientifiques, les blocages sont au niveau du fonctionnement économico-social et politique de nos sociétés. Et donc aujourd'hui, en Europe, il n'y a personne qui est prêt à porter un projet de ce type, à votre avis? Ça dépend ce que vous appelez personne. Il y a des députés européens, il y a des politiciens à l'échelle européenne qui se sont beaucoup démenés là-dessus. De Schwitter, par exemple, qui à l'échelle européenne a justement piloté ces études qui ont montré que l'agroécologie était souhaitable et réalisable en Europe. Vous avez des tas de députés qui sont sur cette ligne. Il y a un agriculteur bio français qui est député européen et qui est un type tout à fait remarquable. Donc il y a des gens qui sont prêts à le porter. Ce qu'il n'y a pas, c'est des gens qui sont à un niveau de pouvoir suffisant. Et actuellement, dans notre pays, ce qui est clair, c'est que le pouvoir politique s'est totalement mis au service des intérêts privés portés par les grandes firmes agrochimiques qui sont la main dans la main avec les grandes firmes de semences. Alors, parfois, là, c'est les mêmes. Et avec le syndicat majoritaire, la FNSEA, tout ce paquet-là ne veut pas que ça change, et fait tout ce qu'il peut pour que ça ne change pas. Et on voit des phénomènes absolument regrettables. Je me souviens qu'au tout début de la période de notre actuel président de la République, le ministre de l'Environnement avait demandé qu'il y ait des assises de l'alimentation qui se tiennent. Et une de ses idées, c'était de rendre obligatoire pour les cantines d'avoir une proportion minimale de nourriture bio dans les cantines. Ce qui aurait permis d'assurer un revenu aux agriculteurs bio et donc de promouvoir le bio dans l'agriculture française. Les assises de l'alimentation se sont tenues, mais coup de théâtre, la direction de ces assises n'a pas été donnée au ministre de l'Environnement, mais au ministre de l'Agriculture, qui a comme première mesure à la suite de ces assises supprimé les aides à l'agriculture bio. Donc, tant qu'on aura des ministres de l'Agriculture comme celui-là et les deux suivants ont été sur la même ligne, c'est clair que les choses n'avanceront pas dans notre pays. Et je pense qu'il faut quand même dire aux Français que notre pays fait quand même partie des pays qui vont dans le mauvais sens sur ce plan-là. Il y a eu une réforme de la PAC, la politique agricole commune, il y a quelque temps, et il y avait un mouvement pour ce qu'on appelait un verdissement de la PAC, c'est-à-dire
faire que les subventions qui sont données à travers la PAC, qui sont de très grosses sommes d'argent, soient données préférentiellement à une agriculture plus durable, plus verte, plus écologique. Et la France a fait partie des pays qui ont bloqué ce verdissement de la PAC. Or, la France a un poids très important dans la PAC. La France a un poids important, elle est un des grands consommateurs de ces crédits, et donc c'est regrettable que la France ait pris cette position. Moi, je l'ai vraiment profondément regretté. Et ce qui est un peu énervant, si vous voulez, quand on est un scientifique qui s'occupe de ces questions, c'est qu'on a un gouvernement qui se prétend très vertueux et qui a des discours qui ne correspondent absolument pas à ses actes. Là, on est en pleine période de discussion autour du glyphosate. Déjà, il y a une première chose à dire, c'est que le glyphosate, c'est une molécule. Le glyphosate n'est pas utilisé tout seul, il est utilisé toujours dans des produits avec des adjuvants. Le produit le plus courant qui contient du glyphosate, c'est le Roundup. Et le Roundup contient du glyphosate quand il est utilisé par les agriculteurs. Pour les jardiniers amateurs, ils n'ont plus le droit d'avoir du Roundup au glyphosate, ils ont du Roundup avec de l'acide acétique, mais bon. Le glyphosate est loin d'être la seule molécule toxique dans le Roundup, hein, et la composition du Roundup est faite pour que l'interaction entre ces molécules fasse qu'il est encore bien plus toxique que la somme des toxicités de chaque produit. Alors, tout ça n'est pas pris en compte dans les évaluations de toxicité. On regarde que les effets de chaque produit, on fait une espèce de modélisation mal faite de l'effet du produit total. Donc, l'estimation de l'effet du glyphosate, elle n'est pas faite. Du glyphosate, elle est faite, mais du Roundup, elle n'est pas faite. Ça, c'est un premier point. Parce qu'en fait, on s'en fout de l'effet du glyphosate. Ce qui nous intéresse, c'est l'effet de ce qui va vraiment être répandu. La deuxième chose concernant le glyphosate lui-même, c'est qu'il y a des tas d'études qui sont censées nous dire si jamais le glyphosate est toxique ou pas pour les humains. La chose remarquable, c'est que les agences qui travaillent sur ces questions donnent des résultats opposés. Donc le CIRC, qui s'occupe des problèmes de cancer, a déclaré le glyphosate comme cancérigène probable. Mais l'EFSA, par exemple, la même d'ailleurs que celle qui a proposé de faire des tests sur les abeilles, l'EFSA dit que ce n'est pas toxique. Alors, quelle est la différence entre ces deux études ? Eh bien, le CIRC ne regarde que les recherches qui ont été faites par des chercheurs indépendants. Le CIRC prend en compte, l'EFSA prend en compte des recherches qui sont publiées par les entreprises qui produisent le glyphosate. Et comme par hasard, les entreprises qui produisent le glyphosate trouvent qu'il n'y a pas d'effet, alors que les chercheurs qui n'en produisent pas, eux, ils trouvent qu'il y a un effet. Et évidemment, là, il y a un vrai problème de conflit d'intérêts, et il y a un vrai problème de philosophie même de l'expertise. C'est-à-dire que vous pouvez difficilement demander aux entreprises d'être totalement objectives quand elles testent leurs propres produits. Et ça a été un débat qu'il y a eu, moi j'ai vu à la fin du XXe siècle, je l'ai vu sur les OGM, mais la question c'était qui doit tester la toxicité des produits. Et la bonne solution, évidemment, ça serait que les tests soient faits par des agences d'État, financées par les entreprises, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit les contribuables qui payent à chaque fois qu'une entreprise produit un nouveau composé, que les contribuables doivent payer pour les tests sur la toxicité de ce produit. Donc il était normal que ce soit les entreprises qui payent, mais ça serait normal que ça soit quand même fait par des agences indépendantes. Or, malheureusement, quand on a dit ça, les entreprises ont dit « nous, d'accord, on paye, mais à ce moment-là, on le fait nous-mêmes ». Et l'État a accepté. Et c'est là que ça a commencé à déraper, parce que donc, du coup, le résultat, c'est que quasiment toutes les expertises sont faites par les entreprises qui ont intérêt à ce que ces expertises disent que le produit n'est pas dangereux. Et on l'a vu, donc on le voit constamment. Les entreprises trouvent toujours que leurs produits ne sont pas dangereux, comme les marchands de tabac ont prétendu que le tabac n'était pas dangereux, que ce n'était pas lui qui causait le cancer du poumon, comme les marchands de pétrole disent que ce n'est pas les combustibles fossiles qui réchauffent le climat. À chaque fois, c'est la même histoire. Vous avez des gens qui sont payés par les entreprises pour jeter le doute sur les résultats qui sont fournis par les vrais scientifiques. On les appelle des marchands de doute maintenant. Ça a été étudié par des sociologues qui ont publié un livre qui s'appelle Les marchands de doute, et on connaît le fonctionnement de ces marchands de doute, on sait comment ils font, ils produisent des fausses données scientifiques, ils truquent les résultats, ils divertissent l'argent de la recherche, ils créent des recherches qui vont distraire l'attention pour aller regarder ailleurs, et du coup, pendant ce temps-là, les décisions qui devraient être prises ne sont pas prises. Ces entreprises sont intouchables. Il y a eu des problèmes de crimes de guerre, par exemple. Si vous prenez la firme Bayer, qui a absorbé la firme Monsanto. C'était deux grands criminels de guerre. Bayer avait produit le Zyklon B qui servait à gazer les gens dans les camps de concentration.
Et Monsanto a produit l'agent orange qui a été épandu par l'armée américaine sur le Vietnam et qui a causé des tas de malformations chez les enfants qui sont nés après exposition. Ça en cause encore aujourd'hui parce qu'il y a une grande rémanence dans les sols de ces produits. Et Monsanto n'a jamais été condamné pour ce genre de crime contre l'humanité. Le problème, je vous dirais, c'est que on a une course contre la montre là. Je vous dis qu'on a perdu 30% de la biomasse d'insectes en 30 ans. Quand je dis 30% de la biomasse d'insectes, c'est évident que ça va être pareil pour les oiseaux, pour tout ce qui mange des insectes. Pourquoi? D'abord parce qu'ils mangent des insectes, ensuite parce qu'ils s'empoisonnent eux-mêmes avec les produits. Donc les trucs qui mangent des insectes sont encore plus impactés que les insectes eux-mêmes par tous ces produits. Hein. Les trucs qui mangent des insectes, c'est les batraciens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères. Bon. Ça fait beaucoup de monde. Et puis les mammifères qui mangent les trucs qui mangent les insectes, tout ça, ça concentre les produits. Donc on a une course contre la montre, là, 30% en 30 ans, on ne peut pas continuer comme ça encore pendant plusieurs dizaines d'années, il ne restera plus grand-chose. Et j'ai vraiment peur que le droit, dans ces systèmes-là, n'agisse pas à la vitesse qu'il faut. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer, hein, mais ça veut dire que j'ai du mal à croire qu'on va réussir à faire fonctionner le droit à la bonne vitesse sur ces questions. Il faut faire quoi? J'ai vu ces grandes puissances financières et industrielles être arrêtées dans leur élan une seule fois dans ma vie. C'est avec les OGM. Les OGM, moi je me souviens, en 1998, j'étais à un débat sur les OGM, je critiquais ce qui était fait sur les OGM pour diverses raisons, et les industriels qui étaient en face de moi m'ont dit « Vous perdez votre temps avec vos critiques, d'ici 5 ans, il n'y aura plus que des OGM en Europe. » On est 25 ans plus tard, et il y a toujours quasiment pas d'OGM en Europe. Ceci dit, ils sont en train de refaire une offensive, là, je ne dis pas que ça ne va pas revenir, hein, mais en tout cas, pendant 25 ans, on a réussi à les arrêter. On les a arrêtés pourquoi? D'abord parce qu'il y a eu un très grand concernement de la population. Les gens ont exprimé le fait qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce truc-là. Deuxièmement, parce qu'il y a eu des gens qui ont pris des risques personnels, comme les arracheurs, les faucheurs volontaires, etc., qui ont créé des points de cristallisation des conflits. Et troisièmement, parce qu'il y a eu des journalistes et des politiques qui ont pris des risques aussi pour défendre le dossier. Sur ces questions d'environnement, on est un peu dans la même situation. Il faudra que les gens soient plus concernés qu'ils le soient actuellement si on veut que les choses changent. C'est la première condition, à mon avis. C'est pour ça que je pense que c'est important de les informer et de leur montrer à quel point la situation est grave et de leur dire qu'ils peuvent agir. Et ils peuvent agir, d'une part, en s'exprimant publiquement, en s'exprimant auprès de leurs politiques, parce que les politiques, ils sont pas hors sol, la plupart, ils ont des électeurs, et ils savent ce que veulent leurs électeurs, et si jamais leurs électeurs veulent vraiment quelque chose, ils vont avoir tendance à essayer de le respecter. Les journalistes, même chose. Il y a des journalistes pourris, dont on sait très bien, il y en a deux qui sont très connus pour raconter constamment des mensonges sur ce genre de sujet, hein. Mais il y a quand même beaucoup de journalistes qui disent la vérité. Il y a aussi des marchands de doute chez des gens comme Mac Lesguy, vous voyez, qui sont à la fois des gens qui font de la télé et de la radio, mais qui sont aussi des gens qui vendent, qui touchent de l'argent des entreprises si jamais ils arrivent à vendre leurs produits. Donc voilà, il va falloir que l'opinion publique agisse. Et puis, il faut créer des points de concrétion, et c'est pour ça qu'en fait, de plus en plus se développent des mouvements de désobéissance civile, que ce soit donc le soulèvement de la Terre, ou les scientifiques en rébellion. Maintenant, il y a des scientifiques qui eux-mêmes vont faire des actes de désobéissance civile pour créer des points d'agression sur ces questions. Je pense qu'il faudra tout ça pour que peut-être un jour, des politiques suffisamment haut placées, comme celle, et ceux, mais surtout celle. Alors, on a eu plusieurs ministres de l'Environnement femmes qui ont bloqué les OGM progressivement, et de tous les bords politiques, hein, que ce soit Corinne Lepage, Nathalie Kosciusko-Morizet ou d'autres qui ont bloqué les OGM, il faudra en arriver à un moment ou à un autre à ce que des politiques aient le pouvoir et la volonté de faire ça. Mais ça ne se fera pas tant qu'il n'y aura pas une vraie demande sociale. D'accord. Et vous croyez, vous, à toutes les initiatives individuelles, justement, des jeunes qui partent racheter des fermes, qui partent, des gens qui font des essais de sécurité sociale de l'alimentation, qui inventent d'autres modes de vie? C'est drôle, j'en parlais il y a 1 heure avec des étudiants de Normal Sud
Et il me posait la question de savoir si jamais il ferait mieux d'aller reprendre une ferme que de continuer à faire de la science. Et moi, je pense que ce genre d'initiative a des qualités multiples. Premièrement, ceux qui réussissent montrent que c'est faisable. Ça, c'est déjà pas rien, parce qu'on nous a tellement seriné que c'était pas possible d'avoir un modèle économique fondé sur une agriculture écologique, etc. Le fait de montrer que si c'est possible, c'est pas rien. Le fait de montrer aussi que des gens qui ont le bagage culturel et intellectuel pour faire des choses importantes dans la société décident de faire ça, je pense que c'est marquant pour l'ensemble de la société. Donc je pense que sur ce plan-là, ces attitudes sont tout à fait louables et que plus il y en aura, plus ça créera la possibilité que le système bascule. Mais tant que le système ne basculera pas globalement, tant que ça représentera une toute petite fraction des exploitations agricoles, je ne pense pas que ça aura d'action en soi. C'est-à-dire que ça aura une action d'exemple, mais pour que ça bascule, il faut que le système bascule globalement, et là, il faut qu'il y ait quand même des décisions politiques qui soient prises à l'échelle du pays, ça ne peut pas être que des actions individuelles. Je prends souvent l'exemple de prendre l'avion ou le train. J'habite en Bretagne. Pour faire Brest, quand je dois aller à Marseille, j'ai le choix entre prendre l'avion pour une trentaine d'euros en 1h30 de Brest à Marseille, ou prendre le train, 9 heures minimum, et pour un prix qui est pratiquement 10 fois plus. Pourquoi ? Parce que l'État met des taxes sur le train et des subventions sur les avions. On veut bien avoir des attitudes individuelles bien qui soient de ne pas prendre l'avion, mais il y a un moment, on se dit non, c'est plus possible. Ce que j'attends, c'est que l'État arrête de subventionner l'avion et de taxer le train et fasse le contraire. Et à ce moment-là, il y aura beaucoup plus de gens qui prendront le train et ça sera beaucoup mieux. Donc, je crois que quand même, il y a des effets de système qui ne seront pas réglés par l'action individuelle, même si l'action individuelle est une très bonne chose. J'ai le sentiment que les gens ne se rendent pas compte de l'urgence et de l'ampleur de ce qui se prépare. Et de l'ampleur non seulement pour eux-mêmes, mais éventuellement pour leur descendance. Une des difficultés qu'on a avec la biodiversité, c'est que les choses sont moins facilement modélisables que pour le climat. Pour le climat, d'ailleurs, c'est drôle, en France, tout le monde sait ce que c'est que le GIEC. Alors, le GIEC, c'est pas son vrai nom, ça c'est un nom français. En vrai, il s'appelle IPCC, International Panel for Climate Change. Et il y a un truc qui s'appelle l'IPBES, donc l'IPBES, et un International Panel aussi, mais for Biodiversity and Ecosystemic Services, donc sur la biodiversité et les services écosystémiques. Et l'IPBES est très inconnu en France, en fait. Alors, pour des raisons diverses, il a peut-être démarré un peu après, mais je crois aussi que surtout, nos capacités de prédiction sur la biodiversité sont beaucoup moins précises que sur le climat. C'est-à-dire que pour le climat, on peut vous dire, voilà, il y a des villes qui vont monter à 50 degrés, vous ne pourrez plus vivre, il y a la mer qui va monter de temps, Donc on peut faire des prévisions comme ça, aussi claires que ça. La biodiversité, ce qu'on peut dire, c'est en supprimant la diversité dans les champs déjà, comme on le fait actuellement avec l'agriculture industrielle, on s'oblige à mettre des tas de produits chimiques qui détruisent tout, bon, mais qu'est-ce que ça va faire ? Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence ? Ça va avoir comme conséquence peut-être qu'il va y avoir des grandes épidémies, mais je ne sais pas quand, je ne sais pas laquelle. Je ne pouvais pas prédire qu'il y aurait... Alors, on peut dire que peut-être, comme je l'ai dit tout à l'heure, la maladie de Lyme deviendra un fléau vraiment très important chez nous, mais peut-être que ça sera une autre, j'en sais rien. Donc, je ne peux pas être aussi précis que les climatologues. Et je pense que ça limite la prise de conscience de l'importance pour les humains qu'aura la baisse de biodiversité. Quand je dis baisse, je ne devrais pas dire baisse, je devrais dire effondrement. Je vous ai parlé de 75% de perte de biomasse en l'espace de 30 ans. Si on continue comme ça, c'est clair qu'il y a les 9/10 des formes vivantes qui vont disparaître de la surface de la planète dans les décennies qui viennent. C'est-à-dire que moi, j'en verrai peut-être pas beaucoup, mais mes enfants et mes petits-enfants, eux, ils vont être là-dedans et ça risque d'avoir des conséquences qu'on est absolument incapable de prédire. Des conséquences en termes de production agricole, parce que si jamais il n'y a plus de quoi polliniser les plantes, il y a des tas de plantes qui ne pourront plus être cultivées. Si jamais il y a des maladies, des plantes qui se mettent à se répandre à toute vitesse, parce qu'on craint les épidémies pour les humains, mais il n'y a pas que les épidémies pour les humains, il y a des épidémies
pour les plantes cultivées. Si jamais vous avez la moitié des récoltes de riz ou de blé qui sont détruites à l'échelle de la planète, ça va faire mal. Si jamais vous avez le cheptel, les animaux domestiques qui se mettent à prendre aussi des maladies d'enfer, ça va faire mal. Tout ça, ça va arriver. Mais je ne peux pas vous dire quand, je ne peux pas vous dire lesquels, je ne peux pas vous dire comment. Donc c'est un peu frustrant quand on travaille sur la biodiversité parce qu'on voit se profiler, si on continue comme ça, un avenir vraiment noir, mais on ne peut pas faire de trajectoire comme on peut faire avec le climat sur qu'est-ce qui va se passer si on fait ci, si on fait ça, etc. Rien n'est aussi précis que ça. Et ça laisse toujours l'espoir aux gens que finalement ça ne se passera pas, quoi, d'une certaine façon, puisqu'on ne peut pas être précis. Moi, j'ai été très impressionné par un film qui s'appelle Don't Look Up. Ce film nous a beaucoup plu à nous, les spécialistes de l'environnement, parce qu'on s'est retrouvés dans ce film. Il y a peut-être des auditeurs qui ne l'ont pas vu. Il y a donc des scientifiques qui voient avec certitude qu'une comète va venir percuter la Terre et que ça sera la fin de l'humanité en tout cas. Et donc ils préviennent les institutions publiques, les journalistes, etc. Et il y a tout le système médiatico-politique qui se met en place pour progressivement cacher cette situation, empêcher que les gens s'inquiètent en leur demandant de ne pas regarder en l'air, donc le cap de ne pas voir la comète qui devient visible. Il y a évidemment un espèce de substitut d'Elon Musk qui est là pour essayer de faire de l'argent avec cette affaire et surtout d'empêcher qu'on fasse ce qu'il faut pour sauver les choses. Et donc voilà, les scientifiques ne sont pas écoutés. Ils savent que ça va, que ce choc est inéluctable et on ne les écoute pas. Et évidemment, du coup, comme on ne fait rien, la Terre va effectivement disparaître. J'ai regardé ce film avec des gens qui n'étaient pas des scientifiques, et c'était drôle parce que quelques minutes avant la fin, il y en a un qui a dit « Je me demande ce qui va se passer ». C'est-à-dire l'idée, c'est inéluctable, ça va arriver. Les gens le rejettent. C'est ça. Il y a une espèce... Comment Jean-Pierre Dupuy, qui est un philosophe qui travaille sur ces questions, a dit « On ne peut pas croire à ce qu'on sait ». C'est une défense du cerveau contre la peur. Je pense qu'en fait, on est très entraîné à ça, parce que comme on sait tous qu'on va mourir et que le jeu consiste à ne pas y penser, on sait tous faire ça très bien, et on le fait à l'échelle collective comme on le fait à l'échelle individuelle. Et ça, c'est malheureux, parce qu'effectivement, ça empêche de prendre les décisions qu'il faudrait prendre. Je pense qu'aujourd'hui, si jamais on réformait suffisamment notre système de production d'énergie, on pourrait contrer les problèmes climatiques, et si jamais on changeait notre agriculture et nos modes de production de nourriture, on pourrait sauver la biodiversité. Mais comme il y a cette espèce de réflexe de dire peut-être ça ne va pas arriver finalement, du coup on ne le fait pas. Et le jour où on se rendra compte qu'il est trop tard, je pense que là, les générations qui vivront ce moment-là pourront vraiment en vouloir à celles d'avant, et ils auront bien tort parce qu'à la place de celles d'avant, ils auraient fait pareil. Moi je trouve que la génération des trentenaires actuels peut toujours râler après les boomers dont je fais partie qui sont responsables de la situation actuelle, mais je ne constate pas qu'ils changent leur manière de vivre. Pour la plupart, évidemment, il y en a quelques-uns qui sont très concernés. Et je vois des jeunes scientifiques qui s'engagent à fond et qui sont prêts à prendre des risques personnels pour changer les choses, mais c'est quand même loin d'être une majorité. Et la majorité des jeunes fait comme les anciens, business as usual, même si jamais ils sont plus inquiets que nous, parce que nous, on n'était pas inquiets, puisqu'on n'était pas très au courant que tout ça allait arriver. Mais ils ont beau être inquiets, ils continuent quand même. Et c'est ce qui me désole, si vous voulez. Si jamais il y avait un vrai concernement général, les choses changeraient. Ouais. Est-ce qu'il y a une volonté, à votre avis, des politiques, d'empêcher carrément? J'ai simplement l'impression qu'à l'heure actuelle, les dirigeants politiques de nos pays, et je pense que c'est vrai pour quasiment tous les pays d'Europe, sont placés là pour l'intérêt d'un certain nombre de gens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme les médias sont possédés par une petite quantité de personnes très riches, que l'opinion publique est fabriquée par des ingénieurs sociaux payés très chèrement pour ce genre de choses, tout compte fait, ces politiques qui sont là avec une certaine mission qui est
de servir les intérêts d'un certain nombre de gens, et ils le font. Je ne vois pas comment ça peut changer dans le système actuel. Il y a eu un moment où je pensais qu'à un moment ou à un autre, les choses deviendraient suffisamment graves pour que les consciences se réveillent. Je constate que les choses deviennent graves et que les consciences ne se réveillent pas. Donc je ne sais pas si jamais il y a un temps retard, simplement. Merci d'avoir écouté Dans quelle étagère, le podcast du vivant. Retrouvez d'autres épisodes sur TerraFocus, la chaîne des podcasts d'Hortus Focus. Comme toute la presse indépendante, Hortus Focus a besoin de ses lecteurs et de ses auditeurs pour vivre et travailler. Pour cela, vous pouvez nous faire un don défiscalisable sur Helloasso. Le pesticide qui est fait pour tuer une plante, ça ne tue pas que les plantes, ça tue tout le monde.